En fait, donc, effectivement, nous, on a procédé un peu par ping-pong, en fait, c'est-à-dire que Simon a amené une série de références comme ça, puis moi, j'ai rebondi à partir de là, et quand j'ai vu cette image, j'ai dit, ah oui, c'est intéressant parce que souvent je l'utilise quand je dois parler un petit peu de l'évolution de l'architecture et à quel point il peut y avoir des changements un petit peu radicaux comme ça. Hein. Il faut voir que vraiment, comme dit Simon, Le Corbusier, à partir des années 20, tout d'un coup, ça devient une référence internationale, et puis petit à petit, commence à dominer comme ça le monde de l'architecture, et puis se met en place ce qu'on va appeler ce mouvement de l'architecture internationale, où on reprend voilà, ces recettes établies par Le Corbusier, les 5 points de l'architecture moderne. Donc voilà, c'est vraiment un classique. Voilà, ici on a quoi? Les pilotis qui permettent d'assainir la maison, qui est plus humide du fait qu'elle est cette fois-ci en dessus du sol. Il y a le toit terrasse qui sert de solarium, il y a la fenêtre en longueur qui permet d'amener de la lumière dans le bâtiment, le plan libre, la façade libre, c'est-à-dire une manière de penser des choses qui permet d'être aussi rationnel que possible, c'est-à-dire de ne pas avoir des gros murs comme ça qui condamnent un petit peu la manière dont on utilise ces espaces, mais vraiment d'être très précis en ayant une structure porteuse qui est vraiment constituée par des points ponctuels. Et puis, donc au début, voilà, Le Corbusier, comme l'ensemble du mouvement moderne, est marginal, et puis petit à petit va s'imposer en fait. Et puis au moment où finalement l'architecture moderne triomphe, eh bien, on a une nouvelle scène qui se met en place, et puis qui fait évidemment exactement l'inverse. Ça, c'est une maison de Robert Venturi de 1964, et puis il n'y a pas de hasard, quand Le Corbusier il meurt en 1965, l'année d'après, et on voit que Venturi, il ne va pas mort à cause de ça, mais Robert Venturi, il fait exactement l'inverse, donc il n'y a pas de pilotis, il y a une maison qui est vraiment posée, ancrée, il n'y a pas de toit terrasse, il y a une petite fenêtre en longueur un petit peu, mais quand même, voilà, elle ne fait pas toute la longueur de la façade. Puis on comprend que par rapport à cette idée de légèreté qu'il y avait dans cette villa Savoie, tout d'un coup ici on retrouve l'ancrage de la cheminée, ce motif qui est vraiment surdimensionné ici, pour vraiment raconter quelque chose qui est plus cette architecture internationale, mais qui est quelque chose qui est, encore une fois, vraiment son extrême inverse. Donc c'est intéressant par rapport à cette question de la liberté, quoi, comment ça se fait que tout d'un coup, pendant des dizaines et des dizaines d'années, il y a un modèle comme ça qui s'est imposé dans l'architecture occidentale, disons, et puis comment tout d'un coup, il y a un mouvement qui prend vraiment le contre-pied exact, et là je pense que ça sera intéressant de discuter avec des personnes qui sont du monde de la philosophie, parce qu'il y a cette concomitance entre le postmodernisme au niveau architectural, donc tout ce mouvement qui commence à partir du milieu des années 60, on va l'appeler postmodernisme dans l'architecture, et c'est le moment où aussi dans la philosophie se développe un mouvement du même nom. Il y a beaucoup d'interactions entre la pensée philosophique et puis l'architecture. Peut-être juste un petit commentaire pour vous situer. C'est une architecture qui devient une architecture aussi de citation en fait. Les fenêtres de cette maison, si on les déplie, on les met côte à côte, c'est exactement la ligne de fenêtre de la Villa Savoie du Corbusier. Il y a des clins d'œil continus de l'architecte à l'architecture contre laquelle il réagit en fait, d'une certaine manière. Voilà, juste. Voilà, donc évidemment que cette question de liberté ou d'émancipation par rapport au modèle, c'est toujours relatif. Après, voilà, Robert Venturi va vraiment assumer l'aspect contre-pied de la modernité, parce qu'en 72, donc il y a 50 ans, il publie un livre très important qui s'appelle Learning from Las Vegas, qui est un livre où il fait l'éloge en fait du modèle de Las Vegas, qui est l'horreur absolue pour le mouvement moderne, parce que Las Vegas, évidemment, vous avez des objets qui valent que pour eux-mêmes, qui sont tous des monuments, qui ne cherchent pas justement à trouver une manière de faire rationnelle qui répond vraiment à des besoins. Au contraire, c'est l'idée du show, du spectacle, etc. Et puis c'est intéressant parce que Venturi, lui, va recevoir le Pritzker Prize en 1991. Vous avez peut-être vu que le Pritzker Prize 2022 vient d'être attribué à Francis Diébédo-Quéré. Le Pritzker Prize est considéré comme le plus prix Nobel de l'architecture.
Et c'est intéressant de dire qu'en 1991, Venturi reçoit le prix Nobel de l'architecture sans Denise Scott Brown, qui est la femme avec laquelle il avait fait tous ses travaux importants en fait. Donc, là aussi, l'architecture, faut dire, c'est encore maintenant un univers très masculin. Et par exemple, des figures comme Gauss et Le Corbusier, depuis quelques années, font l'objet d'une critique, pas seulement par rapport à des enjeux justement architecturaux, mais aussi par rapport à des enjeux sociaux, qui est vraiment intéressante et importante. Par rapport à cette idée de la liberté que Venturi prend tout d'un coup de dire, ah ben voilà, cette architecture elle s'est imposée internationalement, ben, moi et d'autres, hein, c'est pas que Venturi, tout d'un coup on la considère en fait comme trop abstrait justement, trop désincarné, manquant de poésie, manquant justement d'une dimension un petit peu humaine, un petit peu spécifique justement par rapport à chaque projet, par rapport à chaque élément en fait. Donc Venturi il commence à raconter une histoire, et sur la citation, qui peut même se plonger dans l'histoire de l'architecture moderne au-delà. Donc il y a tout d'un coup cette liberté que prend Venturi, les architectes que prennent Venturi, les architectes de sa génération, de prendre le contre-pied. C'est aussi intéressant de voir une autre forme de liberté. Et puis là, c'est un bâtiment que vous connaissez peut-être, Tchoumi à Nestlé. Jean Tchoumi prend peut-être cette liberté justement de ne pas choisir son camp en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des éléments que on peut rapprocher des théories de Le Corbusier. On voit bien ici, par rapport à Nestlé, on a les pilotis, on a la façade libre, enfin on a vraiment les 5 points d'architecture qui sont là, mais en même temps, il y a quelque chose dans l'attention à la spécificité du site, il y a quelque chose dans tout d'un coup une dimension un peu sculpturale de ces pilotis qui va vers cette autre manière de penser l'architecture qui est peut-être plus organique, justement moins purement rationnelle. Et puis là, on a des bâtiments qui sont vraiment voisins par rapport au travail de Jean Tchoumi, l'Aula des Cèdres, ou bien la Vaudoise Assurance, où vraiment, si on voit juste les façades, on peut penser à quelque chose qui est purement moderniste au sens d'une standardisation comme ça des éléments. Mais quand on est sur place et qu'on voit le rapport qu'il y a aux arbres, qu'on voit que le rapport qu'il y a au parc dans lequel le bâtiment s'est intégré, on voit qu'il y a cette sensibilité à un lieu très spécifique. Et c'est intéressant de voir, ben voilà, il y a ces 3 positions en quelque sorte, cette position ultra rationnelle de Le Corbusier, cette position ensuite qui est plus attentive aux spécificités d'un site, d'une histoire qu'on va avoir avec le postmodernisme, qui est une sorte d'entre-deux qu'on a avec Tchoumi. Et ça m'a fait penser à une phrase, ben, c'était intéressant peut-être de la convoquer ici, qui ramène justement à la philosophie de Nietzsche, qui parle justement de cette relation entre Apollon et Dionysos, l'idée de la rationalité versus celle de l'instinct, de la création particulière. Je lis cette phrase: nous aurons fait en esthétique un progrès décisif, que nous aurons compris, non comme une vue de la raison, mais avec l'immédiate certitude de l'intuition, que l'évolution de l'art est liée au dualisme, de l'apollynisme et du dionysisme, comme la génération est liée à la dualité des sexes, à leur lutte continuelle, couper l'accord provisoire. Moi, quand j'enseigne l'histoire de l'architecture, j'utilise souvent cette référence parce qu'elle marche très bien, elle permet évidemment de caricaturer, de simplifier, mais il y a l'architecture romane qui est très rationnelle, et puis le gothique, c'est plus l'événement, et puis ensuite arrive la Renaissance, le nouveau rationnel, puis ensuite le baroque. Il y a ce jeu-là, comme ça, qu'on retrouve dans l'architecture comme dans les autres formes de création. Et puis de nouveau, de fil en aiguille, ça m'a ramené à une exposition sur laquelle j'avais travaillé avec 2 amis photographes, Milo Keller et Michel Bonvin, qui ont la particularité d'être les 2 fils d'architectes en fait. Et les 2 sont fils d'architectes, mais font de la photographie. Et on s'était interrogé sur quelque chose qui est que, en fait, leur production au niveau de la photographie d'architecture est très semblable, alors que leur langage à titre personnel est très dissemblable. Donc on avait monté une exposition, on avait pris une série de photos pour un petit peu raconter ce qu'on voulait dire, parce que, et là ça ramène à cette question de la liberté dans le monde de l'architecture, il y a cette idée un petit peu de la tyrannie des images préconçues, des images que tout d'un coup un client va avoir en tête quand elle va voir un bureau d'architecte, mais même dans la scène architecturale elle-même, en fait, il y a des canaux de prescription, comme les revues d'architecture par exemple, qui tout d'un coup font que les architectes se restreignent beaucoup par rapport aux imaginaires convoqués pour répondre à une demande. Et là, donc, par exemple, on avait pris cette image-là,
qui est l'image de Milo Keller. Et puis on avait aussi pris cette image de Michel Bonvin, et au niveau du cadrage, elle se ressemble au niveau de ce que ça raconte. Enfin, il y a vraiment cette maîtrise. Évidemment, c'est des très très bons photographes, donc de tout ce qui est de l'ordre de la lumière, de tout ce qui est de l'ordre du cadrage, de tout ce qui est de l'ordre du récit qui émane de la réalisation. Et donc, en fait, on voit qu'il y a une forme de norme, par exemple, alors que les deux projets sont très très différents. Et ce qui était intéressant, c'est que toute la réflexion avait vraiment pour objectif de poser des questions, notamment au monde de l'architecture, sur la manière dont se construisent les références. Ça, c'est une photo qui a été publiée dans à peu près toutes les revues d'architecture du monde. Enfin, j'exagère, mais on avait montré dans cette exposition Forum d'architecture toutes les revues qui avaient publié cette image, et il y avait des revues japonaises, des revues d'Amérique du Sud, enfin vraiment, elle a fait le tour du monde. Et celle-là, c'était l'inverse. En fait, elle a été montrée que dans un seul journal, parce que le journal avait l'exclusivité. Wallpaper avait commandé à Michel Bonvin cette photo-là, et même les architectes du bâtiment n'ont pas le droit d'en utiliser les droits. Et ce qu'on avait montré aussi, c'est par exemple cette image-là, où on voit le même bâtiment de Michel Bonvin, et sur la gauche, à peu près au milieu de l'image, et on voit que l'histoire qui est racontée ici est complètement différente, hein, parce qu'ici on a l'impression d'une architecture qui est très respectueuse comme ça de la nature, et qui va, comme justement, d'être un animal creusé sans trou. Et puis en fait on est à base dans une station touristique, et en fait tout ça c'est du storytelling en fait. Mais ça, cette image que Michel Bonvin a faite, elle n'a pas été publiée par Wallpaper, parce que justement tout d'un coup, on sort un petit peu du cadre qui a été établi par les architectes, par les commanditaires autour de cette maison. Et quand j'avais commenté cette exposition au cours de visite, j'avais repris cette distinction entre Dionysos et Apollon. Déjà, on voyait quelque chose de cette opposition dans les portraits des deux artistes sur leur profil Facebook. À gauche, c'est Michel Bonvin, et puis à droite, c'est Milo Keller. Et j'avais fait cette analogie, voilà. Michel Bonvin, c'est Dionysos, et Milo Keller, c'est Apollon. Mais ça marche vraiment, parce qu'on a ce personnage un peu effaré à gauche, et puis l'autre qui est très maître comme ça de son expression. Et ça marche vraiment par rapport à leur production. Donc ça, c'est Milo Keller à droite, et puis à droite, c'est l'extase de Sainte-Thérèse, du Bernin. Et vraiment, le travail de Milo Keller est extrêmement soigné, extrêmement référencé. Il travaille plutôt justement quand il n'est pas dans le domaine de l'architecture, dans le domaine de la mode. Et par exemple, une photo comme celle de droite, c'est vraiment des heures de préparation en amont. Et ensuite, le cliché, c'est vraiment la réalisation d'une image préconçue. Et donc après, quand il va sur des chantiers, il fait des images comme celle que vous avez à gauche. Donc ça, c'est un ouvrier qui est en train de percer le tunnel du Gothard. Et on voit que, évidemment, ce n'est pas une photo prise sur le vif, mais c'est vraiment quelque chose qui a été travaillé de la même manière qu'il travaille ces images en studio. Et là, voilà, ça c'est Apollon. Et puis ça, c'est Dionysos, c'est Michel Bonvin, qui lui, au contraire, va essayer de saisir l'instant décisif. Donc là, c'est un groupe de touristes sur un bateau, puis chacune regarde un petit peu dans sa direction parce que les personnes ont des casques. Et là, il se trouve qu'il n'est pas en train de penser qu'il va faire des photos, il est lui-même dans ce groupe de touristes. Et tout d'un coup, il se dit, ah oui, là, il y a une chouette photo à faire. Et puis, c'est spontané, un petit peu comme justement cette idée du coup de génie qu'on peut avoir dans la création. Et donc, du coup, lui montre plutôt ses clichés sur un bloc, comme ça, et c'est de nouveau cette idée d'immédiateté, alors qu'avec Milo Keller, on va avoir des photos qu'on va plutôt trouver dans des revues, qu'on va trouver vraiment dans des espaces très, très, très maîtrisés. On avait montré comment, en fait, ces deux univers, justement très, très dissemblables au niveau personnel, pouvaient aussi être interprétés au niveau de l'accrochage. On a pris la référence de ces accrochages très maîtrisés que vous avez dans les grandes collections européennes. Ça, c'était la référence pour Milo Keller. Et puis la référence pour Michel Bonvin, c'était son mur Facebook, où on a plein de références qui arrivent et qui, tout à coup, se retrouvent mises ensemble un petit peu par le fruit du hasard. Et l'exposition, ça marchait comme ça. Sur la gauche, ça, c'était l'accrochage des travaux de Milo Keller, et sur la droite, c'était l'accrochage des travaux de Michel Bonvin. Et ce qu'on avait fait, en fait, tout ce dispositif pour une seule raison, pour, au bout du compte, montrer un diaporama ici, où c'est toutes les images, vous ne les voyez pas, mais c'est toutes les images qui ressemblent beaucoup aux images que je vous ai montrées au début, cette image de cette chapelle Saint-Loup, cette image de cette maison à Vals.
C'était toutes des photos d'architecture. On avait fait une sorte de quiz, c'est-à-dire qu'on demandait au public d'essayer de deviner quel photographe avait fait quelle image. Et personne n'arrivait à dire ah ben ça c'est plutôt Bruno Keller, ça c'est plutôt Michel Bombin, alors que dans leurs travaux personnels, ils ont un langage qui est très particulier. Donc tout ça a posé la question justement des normes qui encadrent la pratique de l'architecture, que ce soit dans la profession elle-même ou que ce soit par rapport aux attentes de la part de personnes qui veulent utiliser l'architecture comme objet de pouvoir, objet d'image. Hein. On parle maintenant de marketing urbain, donc on a des bons exemples ici à Lausanne avec toute une série de bâtiments un petit peu phares comme ça qui sont mis en avant comme la démonstration que Lausanne est une ville de culture. Cette normalisation à l'intérieur même du champ de l'architecture par le champ de l'architecture lui-même, on le retrouve ici aussi dans un exemple comme celui-ci. Ça c'est deux images qui concernent deux concours différents. Donc, une fois c'est pour un bâtiment scolaire dans le Chablais, l'autre fois c'est pour un bâtiment scolaire à Mérin. Et on voit à quel point ces deux images se ressemblent. C'est deux fois des programmes scolaires, mais au-delà de ça, la manière de présenter les choses, les matériaux utilisés, les ambiances, tout ça, montre que, alors que le concours par essence, ça devrait être justement l'espace dans lequel peut se déployer la créativité des architectes, c'est l'espace dans lequel on peut avoir une très grande diversité de l'inattendu, et bien là aussi, tout d'un coup, il y a des choses qui ressemblent à ce qu'on peut attendre, visiblement, vu que dans des contextes très différents, on a tout à coup la même image qui apparaît. Et puis donc du coup, c'est intéressant parce que la scène architecturale elle aussi une capacité d'autocritique et par exemple dans le canton de Vaud, il y avait eu toute une série de concours pour des EMS et au bout d'un moment, il y avait quand même des personnes qui avaient remarqué qu'il y avait des EMS qui commençaient à tous se ressembler. Qu'est-ce que ça voulait dire de faire des concours pour, au bout du compte, avoir des bâtiments qui se ressemblent et qui ont tous des formes de 8. Mais il n'en reste pas moins que le concours, c'est quand même un espace de liberté. Quand on pose à cette question architecture et liberté, un oxymore, a priori justement le concours qui est un objet très particulier au monde de l'architecture, est un peu une profession où justement c'est systématiquement quand on doit résoudre un problème, on va s'ouvrir à une récolte d'idées avec une procédure, un jury, etc. Et sur ce sujet, c'est intéressant parce que demain il y a une exposition qui ouvre à la RASUD sur la question du concours suisse en fait. Et donc ça permet justement de voir toute une série d'exemples de concours. Et puis on s'est dit voilà, qu'il y avait toute une série de compétitions un petit peu emblématiques qui avaient eu lieu ces dernières années, qui concernaient notamment Lausanne, et que ce serait un bon point d'appui pour entrer dans la discussion par rapport à cette question de liberté effective ou pas qu'on a dans le concours, dans le monde de l'architecture.